En octobre 2025, le Sahel a connu un tournant historique. L'Alliance des États du Sahel, menée par Ibrahim Traoré, a redéfini l'équilibre militaire de la région en seulement 48 heures. Les forces du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont pris l'initiative et ont mis fin à des décennies d'attente. Le général Traoré, loin d'être un héros romantique, a choisi de prendre son destin en main et cela allait transformer le Sahel à jamais. Comment un dirigeant local a-t-il réussi là où des puissances mondiales avaient échoué? Cette question, qui résonne à travers le continent, soulève un défi plus grand que la guerre elle-même. Ibrahim Traoré a pris une décision qui semblait imprudente à première vue, refuser l'attente et prendre le contrôle de la situation. À travers son audace, il a montré que la victoire ne venait pas d'une aide extérieure, mais de l'autonomie et de l'engagement local. Le Burkina Faso, autrefois observateur, devenait un acteur incontournable dans la réécriture de l'histoire du Sahel. La promesse qu'il a faite à son peuple n'était pas seulement militaire, mais aussi politique. L'indépendance retrouvée par la souveraineté de son propre territoire. Les enjeux étaient immenses. L'option de Traoré n'est pas simplement de mener une guerre, mais de briser le cycle de dépendance, de redonner au Sahel le pouvoir de décider de son avenir. Le risque, un échec total sans l'appui de la communauté internationale. Mais plus que tout, ce combat était celui d'une identité retrouvée. À travers cette décision, Ibrahim Traoré a posé les bases d'une nouvelle ère pour l'Afrique, où la force militaire ne se mesurait plus à celle des puissances extérieures, mais à celle d'un continent qui choisit de se défendre seul. Le 2 octobre 2025, alors que le Sahel semblait une fois de plus condamné à l'attente, un changement radical s'est produit. Une opération de grande envergure se préparait dans l'ombre, mais cette fois-ci la réponse ne viendrait pas de l'extérieur. Les signaux interceptés par les services de renseignement maliens annonçaient un regroupement inattendu des forces locales. Ibrahim Traoré, alors à la tête du Burkina Faso, savait qu'il devait agir avant que la situation ne devienne irréversible. Il ne s'agissait plus d'une simple offensive militaire, mais d'une redéfinition de la manière dont la région gérait ses conflits. L'un des moments clés de cette transformation a eu lieu dans une salle de commandement de Ouagadougou, où Traoré a réuni ses officiers. Dans une ambiance glaciale, sans discours grandiloquent, il a prononcé une phrase simple mais déterminante. Nous définirons le champ de bataille. Ce mot définir n'était pas juste stratégique, il était symbolique. Traoré ne se contentait pas de mener une guerre, il redéfinissait le rôle du Sahel dans ses propres luttes. Ce fut le fondement d'une doctrine nouvelle qui allait impacter l'ensemble de la région. Les anciens modèles, où l'aide internationale dictait la stratégie, étaient révolus. À la place, Traoré instaurait une nouvelle logique, celle de l'indépendance stratégique. Loin des promesses vides de l'extérieur, la région se retrouvait armée non seulement militairement, mais aussi technologiquement et logiquement. Grâce à un réseau local de communication sécurisé, les forces sahéliennes ont pu coordonner une riposte d'une efficacité impressionnante. En moins de 72 heures, l'opération avait non seulement surpris l'ennemi, mais elle avait prouvé au monde entier que le Sahel pouvait se défendre par ses propres moyens. La surprise et la rapidité de l'intervention ont laissé les observateurs internationaux sans voix. Ce qui avait commencé comme une simple déclaration de souveraineté était en train de se transformer en un modèle militaire inédit pour l'Afrique, un modèle qui n'avait pas besoin de l'approbation des puissances étrangères pour réussir. Ibrahim Traoré n'était pas un général classique, loin des stéréotypes d'un leader charismatique et flamboyant. Il était un homme de terrain, forgé par les échecs répétés de son pays et les frustrations accumulées face aux promesses non tenues de la communauté internationale. Ses proches le décrivent comme quelqu'un qui choisit ses mots avec une précision militaire, chaque phrase étant mesurée et stratégique.
Si nous pouvons partager la douleur, nous pouvons partager le commandement, disait-il souvent, une maxime qui allait bouleverser l'approche du leadership au Burkina Faso. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de suivre les méthodes traditionnelles de gestion de crise. Il fallait d'une vision totalement nouvelle, une approche qui privilégiait de la coopération et la cohésion interne avant tout. Ces décisions étaient ancrées dans une réalité immédiate, un besoin de réagir rapidement, mais aussi d'unir des forces éparpillées et de les faire travailler ensemble pour un objectif commun. Traoré a tout de suite compris que la bataille allait bien au-delà de la guerre militaire. Elle se jouait aussi sur le terrain de la confiance et de l'identité. Le véritable tournant est survenu lorsque les soldats du Burkina Faso ont commencé à utiliser des technologies locales développées dans des ateliers de fortune pour mener des opérations plus coordonnées et efficaces. En moins de 6 mois, un pays souvent perçu comme un observateur passif devenait un acteur actif, capable de déployer des drones et des systèmes de communication sécurisés, construits par des ingénieurs sahéliens. Le message était clair. La souveraineté n'était plus un concept théorique, mais une réalité tangible. Le 2 octobre 2025, tout a basculé. Ce jour-là, la région du Sahel a vu son destin changer en l'espace de quelques heures. L'Alliance des États du Sahel, AES, comprenant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a lancé une opération coordonnée qui allait renverser la situation et surprendre le monde entier. La première phase de l'opération a été marquée par un mouvement rapide et décisif. Les positions ennemies ont été frappées avec une précision sans précédent, une stratégie audacieuse mais réfléchie. L'activation des drones et des unités blindées a permis de frapper les cibles ennemies à un rythme effrayant. La première vague de frappes aériennes a ciblé les motos, un élément clé pour la mobilité des groupes armés. En un clin d'œil, les capacités de déplacement des forces adverses ont été réduites de manière drastique. La deuxième vague a ensuite attaqué les dépôts de carburant, frappant un autre point névralgique de la logistique ennemie. Et enfin, la troisième vague a détruit les tentes de commandement et les relais de communication, paralysant ainsi la coordination des groupes armés. Cette efficacité n'aurait pas été possible sans la coordination sans faille entre les forces de l'AES. Pour la première fois depuis des décennies, un conflit en Afrique se menait avec des moyens technologiques locaux, sans dépendre de l'aide extérieure. La guerre était menée sur un terrain familier, mais avec des armes créées et maîtrisées par les ingénieurs sahéliens eux-mêmes. Les frappes étaient précises, calculées et surtout adaptées aux conditions locales. Ce n'était pas simplement une bataille militaire, c'était un message. Les soldats des pays membres de l'AES, souvent considérés comme des forces irrégulières, se sont retrouvés à mener une guerre moderne, équipée de drones de reconnaissance, de systèmes de communication cryptés et de véhicules blindés conçus et assemblés localement. Chaque attaque était le résultat de mois de préparation discrète, un travail collectif qui a permis de défier les attentes et de remettre en question la suprématie des puissances étrangères sur le terrain militaire. Mais ce qui a fait la différence, c'est le moral des troupes. Les soldats ne se battaient pas seulement pour une cause extérieure, ils se battaient pour leur terre, leur peuple, leur souveraineté. L'idéologie de Traoré, centrée sur la reconstruction de l'identité sahélienne, a galvanisé les troupes. Loin des théories géopolitiques abstraites, la guerre s'est concrétisée par une lutte intime, vécue au quotidien dans les villages frontaliers. Les soldats avançaient, non pas pour exécuter un plan dicté de l'extérieur, mais pour défendre un projet commun, forgé dans les vallées du Sahel. À midi, la colonne principale de l'ennemi, dirigée par le groupe terroriste GNIM, était aveuglée, coupée de ses lignes de communication et désorientée. Les unités maliennes et nigériennes, appuyées par les drones burkinabés, ont ensuite effectué un nettoyage méthodique de la zone. Ce qui restait de la force ennemie a été neutralisé dans la soirée.
La première victoire majeure était remportée, mais les répercussions étaient sentent bien au-delà du champ de bataille. Le 3 octobre, les premières images sont parvenues des villages frontaliers. Les habitants, témoins de l'assaut, ont rapporté un changement de ton dans la région. Les explosions n'étaient plus une source de peur, mais un signe de force retrouvée. Un vieux résident d'Arbinda, témoin du combat, a déclaré: La terre elle-même se bat. Cette phrase résumait parfaitement la portée de l'événement. Il ne s'agissait pas seulement de recapturer des territoires, mais de réécrire l'histoire du Sahel. La victoire ne résidait pas uniquement dans la défaite de l'ennemi, mais dans la façon dont les peuples de la région avaient redéfini leur destin. Ibrahim Traoré, en prenant les rênes de cette offensive, avait non seulement créé un modèle militaire inédit, mais il avait aussi envoyé un message puissant au monde. Le Sahel ne se contente plus de survivre, il choisit de se défendre et de se réinventer selon ses propres termes. Les chiffres de l'opération Tindiban révèlent l'ampleur de la réussite de l'Alliance des États, du Sahel à ES. En moins de 48 heures, plus de 120 positions ennemies ont été neutralisées sur une zone de près de 600 km². Les pertes civiles ont été remarquablement faibles, estimées à moins de 3% des pertes totales, un taux presque inédit pour une offensive de cette envergure. Ce chiffre, validé par des observateurs indépendants basés à Bamako et Niamey, témoigne de la précision des frappes menées par l'AES, qui ont ciblé exclusivement des objectifs militaires. Un autre indicateur clé de la réussite a été le temps de réaction. Là où les missions étrangères mettaient des semaines, voire des mois, à se déployer, l'AES a réduit ce délai à seulement 72 heures entre la détection des menaces et la première frappe. Ce gain de temps est crucial dans la guerre moderne où la rapidité peut décider de l'issue d'un conflit. En comparaison, les systèmes militaires occidentaux, bien plus coûteux et complexes, prennent en moyenne 4 fois plus de temps pour mobiliser des unités et coordonner des frappes. Les données logistiques montrent également une efficacité inédite. L'AIES a déployé ses drones et ses unités blindées avec une précision et une rapidité qui ont bouleversé les attentes. En moins d'un an, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont mis en place un réseau de communication et de commandement totalement indépendant des systèmes occidentaux. Ce réseau local, conçu et opérationnalisé par des ingénieurs sahéliens, a permis de coordonner les frappes et les déplacements des troupes sans aucune intervention extérieure. Le contrôle des drones, qui était utilisé pour la première fois en tant qu'outil stratégique de défense, a permis d'éviter de nombreuses pertes humaines, en garantissant une surveillance continue des positions ennemies. De plus, la réduction des coûts opérationnels a été significative. L'AES a réussi à mener une offensive complexe avec des ressources beaucoup moins coûteuses que celles mobilisées par les puissances étrangères dans des opérations similaires. Les analystes militaires ont estimé que les coûts opérationnels de l'AES étaient réduits de moitié par rapport à des missions militaires classiques menées par des forces internationales, tout en conservant une efficacité comparable, voire supérieure. Sur le terrain, les unités de l'AES ont également prouvé leur capacité à mener des combats en terrain difficile. Les frappes ont ciblé des points stratégiques tels que les dépôts de carburant et les véhicules blindés ennemis, ce qui a non seulement affaibli l'ennemi, mais a également démontré la maîtrise de l'AES sur ses capacités logistiques. La rapidité avec laquelle les troupes sahéliennes ont neutralisé les forces ennemies tout en minimisant les pertes civiles a été un autre élément déterminant de la réussite de l'opération. Enfin, l'impact psychologique sur les forces ennemies a été majeur. La rapidité et la précision de l'attaque ont déstabilisé les groupes armés qui n'étaient pas préparés à une telle réaction. En quelques heures, leur capacité à mener une guerre organisée a été gravement compromise. L'AES a montré que, même face à des groupes armés bien établis et soutenus par des puissances extérieures,
une coordination locale et une préparation minutieuse pouvaient renverser la situation en faveur des pays du Sahel. L'opération Tindiban, bien que saluée comme une réussite stratégique, n'a pas échappé aux critiques. Certains analystes ont rapidement qualifié la démarche de Ibrahim Traoré de trop risquée, voire d'irresponsable. Selon eux, en adoptant une approche aussi audacieuse et indépendante, Traoré mettait en danger non seulement la stabilité de la région, mais aussi les relations diplomatiques avec les puissances étrangères. Ce point de vue repose sur l'idée que la coopération internationale est indispensable pour garantir la sécurité à long terme dans le Sahel. En effet, des nations comme la France et les États-Unis ont toujours joué un rôle central dans la gestion de la sécurité régionale, notamment à travers des missions de maintien de la paix et des partenariats militaires. Ces observateurs soulignent également le risque de renforcement de l'autoritarisme. Le modèle de gouvernance de Traoré, qui prône une autonomie totale et une gestion locale des affaires, pourrait, selon certains, mener à des dérives dictatoriales. Ils avancent que, sans le contrôle et l'encadrement des partenaires internationaux, le Sahel pourrait basculer dans une forme d'autoritarisme où les libertés civiles seraient mises en danger. La victoire militaire, selon cette vision, pourrait en fait être une illusion, car elle pourrait être le prétexte à une centralisation excessive du pouvoir. Cependant, ces critiques ne tiennent pas compte de la réalité du terrain, où la coopération internationale, bien que bénéfique à court terme, a montré ses limites dans la lutte contre les groupes armés. Les pertes humaines massives causées par l'inefficacité des interventions extérieures ont fait comprendre aux populations sahéliennes que la vraie force résidait dans la capacité de la région à se défendre elle-même. En outre, Ibrahim Traoré a su désamorcer les critiques en mettant en place des mécanismes de contrôle interne qui ont évité tout excès de pouvoir. La véritable force du modèle de Traoré réside dans sa capacité à unir différents pays du Sahel autour d'un projet commun de souveraineté et de stabilité. Contrairement à ce que certains affirment, ce n'est pas une démarche isolée, mais une invitation à repenser la coopération régionale, où l'Afrique se positionne comme un acteur central et non comme un simple récepteur d'aide. Le succès de l'opération Tindiban prouve que, bien que la coopération extérieure puisse jouer un rôle, il est primordial pour les pays du Sahel de prendre en main leur propre sécurité. À mi-parcours de l'opération Tindiban, une révélation s'est imposée. Le Sahel, longtemps perçu comme une région à la merci des puissances extérieures, venait de prouver sa capacité à se défendre seul. Ce tournant a été marqué par un moment décisif. Les premières images de l'attaque sont arrivées en direct, montrant des soldats sahéliens utilisant des drones locaux fabriqués dans des ateliers improvisés. Ces images ont été diffusées à travers les radios locales où l'on entendait cette phrase résonner. Cette fois, c'est nous. Ce simple message symbolisait bien plus qu'une victoire militaire. C'était la prise de pouvoir, la certitude qu'un peuple pouvait redéfinir son destin sans attendre l'approbation des puissances mondiales. Le monde a observé avec étonnement. Le Sahel, si longtemps marginalisé, devenait un modèle de résilience. La guerre n'était plus perçue comme une fatalité, mais comme un processus de réappropriation. Ibrahim Traoré, sans prétention, sans fanfare, avait transformé ce qui était un combat pour la survie en un symbole de souveraineté retrouvée. Ce n'était pas seulement une victoire sur le terrain, mais une affirmation de l'identité et de l'autonomie de la région. L'impact de l'opération Tindiban a été immédiat et profond, non seulement sur le terrain militaire, mais aussi au niveau politique et social dans toute la région du Sahel. En remportant cette victoire, Ibrahim Traoré a non seulement montré que la région pouvait se défendre seule, mais il a également démontré que l'Afrique pouvait se réapproprier son destin sans l'intervention des puissances extérieures.
Pour les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ce fut un réveil collectif. Les rues des grandes villes ont vu des manifestations de soutien et de fierté nationale, tandis que les drapeaux burkinabés flottaient sur les balcons, un symbole de la souveraineté retrouvée. Les répercussions ont été immédiates sur la scène diplomatique internationale. Les anciennes puissances coloniales, qui avaient toujours joué un rôle central dans la sécurité de la région, ont dû revoir leur stratégie. La France, par exemple, a réévalué ses engagements militaires au Sahel, prenant acte de la nouvelle réalité. L'Afrique ne demandait plus de permis pour se défendre. Cette nouvelle dynamique a eu un impact direct sur les relations entre les pays du Sahel et leurs alliés historiques. Les anciennes puissances, face à un Sahel uni et indépendant, ont dû accepter une révision de leurs engagements dans la région. Au-delà de la sphère militaire et diplomatique, l'impact sur la population a été tout aussi significatif. Dans les villages frontaliers, où la guerre avait laissé des cicatrices profondes, un sentiment de renouveau a émergé. Des milliers de déplacés, qui avaient fui la violence, ont commencé à revenir chez eux, convaincus que leur terre était à nouveau protégée. Les écoles ont rouvert, les marchés ont repris vie et la reconstruction a commencé, non pas grâce à l'aide étrangère, mais par les efforts locaux. Les, les citoyens sahéliens se sont pris en charge avec le soutien de l'armée, mais surtout avec un sens de la solidarité renforcé. Les forces militaires, ayant prouvé leur efficacité, ont joué un rôle clé dans ce processus. Cependant, le véritable changement réside dans la manière dont les peuples ont adopté ce modèle de défense autonome. Ils ne se sont plus perçus comme des récepteurs passifs d'aide, mais comme des acteurs actifs dans la reconstruction de leur société. Le modèle Traoré a permis de revaloriser la place de l'Afrique dans ses propres affaires et plus particulièrement dans la gestion de ses conflits. Ce qui semblait être une victoire militaire s'est avéré être bien plus que cela. C'était une victoire pour la dignité, l'autonomie et la souveraineté de l'Afrique. En prouvant que le Sahel pouvait se défendre sans attendre d'aide extérieure, Ibrahim Traoré a insufflé un vent de changement dans une région marquée par des décennies de dépendance et de conflits interminables. La question désormais n'était plus de savoir si le Sahel pouvait se défendre seul, mais plutôt comment les autres régions africaines pourraient s'inspirer de ce modèle. À 6 mois de la victoire de Tindiban, 3 scénarios distincts se dessinent pour l'avenir du Sahel, chacun portant des promesses mais aussi des risques potentiels. Le scénario de base repose sur la consolidation des gains réalisés. Dans ce cas, l'Alliance des États du Sahel, AES, continuerait de renforcer ses capacités militaires et son intégration régionale. L'unité des pays sahéliens se solidifierait, en particulier avec le soutien d'initiatives locales telles que des formations militaires communes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La coopération en matière de défense deviendrait la pierre angulaire de la stabilité régionale, transformant les frontières instables en zones de coopération renforcée. Le défi majeur résiderait dans le maintien de cette unité face à des tensions internes potentielles et à des pressions extérieures. L'une des questions clés serait de savoir si cette autonomie pourrait réellement se transformer en modèle durable ou si les ambitions politiques nationales nuiraient à cette cohésion fragile. Dans un scénario optimiste, l'exemple du Sahel pourrait inspirer d'autres pays africains à adopter des stratégies similaires. Les principes d'intelligence, de mobilité et d'unité pourraient être intégrés dans d'autres doctrines de défense régionale, notamment en Afrique de l'Ouest et au-delà. Des partenariats sud-sud en matière de cybersécurité et de défense pourraient se multiplier, renforçant l'autonomie de l'Afrique face aux menaces extérieures. Dans ce scénario, l'AES pourrait devenir un modèle régional de souveraineté et de coopération, attirant de nouveaux alliés et renforçant ses capacités militaires et économiques. Ce serait une véritable renaissance pour l'Afrique, non pas en tant que bénéficiaire d'aide,
mais comme acteur stratégique incontournable sur la scène mondiale. Le scénario pessimiste, cependant, met en lumière les fractures potentielles qui pourraient émerger. L'unité de l'AES, bien que solide, pourrait être mise à l'épreuve par des divergences politiques internes. Les tensions sur la répartition des ressources et le pouvoir au sein de l'AES pourraient entraîner des divisions, notamment en raison des divergences d'intérêts économiques et sociaux. De plus, les campagnes de désinformation, alimentées par des forces extérieures, pourraient tenter d'exploiter ces divisions. Si la cohésion interne venait à se fragiliser, cela pourrait permettre à des acteurs extérieurs de jouer sur les faiblesses de l'AES, réduisant ainsi son efficacité. Ce scénario pourrait conduire à une forme de stase politique où la victoire de Tindiban resterait un symbole sans se traduire par une transformation durable du Sahel. Enfin, le scénario le plus incertain repose sur un retour possible à la dépendance extérieure. Bien que l'AES ait prouvé sa capacité à se défendre, des pressions économiques et diplomatiques pourraient aussi pousser certains membres à rechercher des partenariats plus traditionnels avec des puissances mondiales, affaiblissant ainsi l'autonomie conquise. Si ce scénario se concrétisait, le Sahel pourrait voir sa souveraineté menacée à long terme, malgré la victoire militaire de 2025. Les répercussions de l'opération Tindiban ne se limitent pas aux sphères militaires et diplomatiques. Elles ont profondément transformé la perception qu'ont les citoyens sahéliens de leur propre rôle et de leur avenir. Cette victoire n'est pas seulement un point culminant dans une série de batailles, mais un pivot dans la manière dont la population du Sahel se voit elle-même. Ibrahim Traoré, avec son approche pragmatique et ancrée dans la réalité du terrain, a redéfini la notion même de leadership. Il n'est plus simplement perçu comme un commandant militaire, mais comme un symbole de la souveraineté retrouvée et de l'indépendance régionale. Pour les citoyens sahéliens, cette victoire a offert un nouveau sens de fierté et d'espoir. Dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey, on a vu des gens, jeunes et vieux, réaffirmer leur identité en portant des symboles de l'AES. Les échos de la victoire résonnent non seulement à travers les décisions politiques, mais dans les conversations quotidiennes. Les discussions dans les marchés, les écoles et les foyers sont désormais imprégnées d'une nouvelle confiance collective. La guerre n'a plus la saveur amère de la soumission à des forces extérieures, mais celle d'un défi relevé avec courage et résilience. Les jeunes, longtemps convaincus que leur avenir dépendait de l'aide extérieure, commencent à envisager un avenir où ils sont les architectes de leur propre destin. Ils lancent des projets de recherche en robotique, en agriculture et en cybersécurité, inspirés par le modèle de Traoré et de l'AES. Leurs espoirs sont portés par la conviction que l'Afrique, et plus particulièrement le Sahel, peut se redéfinir sans attendre l'intervention des puissances mondiales. Ainsi, le message de Tindiban va bien au-delà des frontières du Sahel. Il touche toutes les régions du monde, rappelant à chacun que la véritable force réside dans l'unité, la solidarité et la capacité à prendre son destin en main. La victoire de Tindiban a tracé la voie vers un avenir que le Sahel n'avait pas connu depuis des décennies, un avenir façonné par l'autonomie, la coopération régionale et la souveraineté retrouvée. Cependant, cette victoire n'est que le début. Pour garantir la pérennité de ce modèle et éviter les pièges du passé, un chemin précis doit être suivi. Ibrahim Traoré, avec une vision claire et pragmatique, a déjà esquissé un plan en 5 étapes pour renforcer cette dynamique et consolider les acquis. La première étape consiste à consolider la défense régionale. Les pays membres de l'AES devront renforcer leur coopération militaire en créant des académies militaires communes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'objectif est de former une nouvelle génération d'officiers militaires capables de penser et d'agir selon les priorités locales, tout en intégrant les leçons tirées de l'opération Tindiban. La deuxième étape est de sécuriser l'économie.
En transformant les anciennes zones de combat en espaces agricoles, l'AES pourrait non seulement stabiliser ses frontières, mais aussi relancer son économie par l'exploitation de ses ressources naturelles. Ce plan viserait à garantir l'autosuffisance alimentaire et à réduire la dépendance vis-à-vis des importations extérieures. La troisième étape, vitale pour l'avenir du Sahel, est de maîtriser la technologie. Développer des réseaux locaux de drones, de surveillance et de communication renforcés et établir un centre de cybersécurité régional à Niamey permettront à l'AES de se doter d'une infrastructure moderne et autonome. Ce programme sera essentiel pour garantir la souveraineté du Sahel dans le monde numérique. Ensuite, reconnecter les communautés devient une priorité. Lancer un programme d'échange civil et culturel entre les régions frontalières permettrait de réduire la méfiance et d'unir des populations ayant souffert de décennies de conflits. Enfin, la dernière étape est d'institutionnaliser la souveraineté en mettant en place un conseil permanent de l'AES. Ce conseil serait chargé de coordonner la diplomatie, les infrastructures et la gestion des crises, consolidant ainsi une gouvernance unifiée et résiliente pour le Sahel. La victoire de Tindiban, bien qu'ayant secoué les fondements du Sahel, n'est pas simplement un événement militaire, mais un tournant profond dans la manière dont les peuples de la région se perçoivent et définissent leur avenir. Ibrahim Traoré, en refusant de céder à l'attente passive, a permis à un continent entier de se redresser. Ce moment symbolise bien plus qu'une simple défaite de l'ennemi. Il incarne la renaissance d'une identité collective, une résurrection qui résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ce retour à l'identité sahélienne, cette nouvelle fierté nationale, est incarnée par des images fortes. L'une d'elles, celle de Traoré dans le désert, son uniforme couvert de poussière, un enfant à ses côtés lui tendant un drapeau burkinabé froissé, est devenu un symbole de dignité retrouvée. Dans ce geste, il n'y a pas de triomphe exubérant, mais une profonde simplicité, une humilité qui parle à tous ceux qui croient que l'Afrique peut, par ses propres moyens, se redéfinir. Ibrahim Traoré n'a pas seulement offert au Sahel une victoire militaire, il a offert à chaque habitant de la région un avenir qu'ils peuvent à présent façonner eux-mêmes. Un avenir qui ne dépend plus de l'aide extérieure, mais d'une volonté commune de se reconstruire, unie et résolue. Le Sahel, à travers l'exemple de l'Alliance des États du Sahel, a montré au monde qu'il existe une voie où l'autonomie et la souveraineté sont non seulement possibles, mais essentielles. La transformation de cette région, longtemps perçue comme dépendante en un acteur de sa propre destinée, incite à la réflexion. L'Afrique, dans son ensemble, peut-elle suivre cet exemple? Peut-elle, à l'instar du Sahel, se redéfinir par ses propres efforts sans attendre la permission de forces extérieures? Il est temps de repenser le rôle de chaque nation dans son propre avenir. La victoire de Tindiban nous rappelle que la véritable force réside dans la capacité à choisir son destin, à se défendre et à se reconstruire. Les peuples du Sahel ont décidé qu'il était temps de tracer leur propre chemin. Et vous, comment pouvez-vous participer à cette révolution silencieuse, qu'elle soit sociale, politique ou individuelle? Le Sahel a déjà fait son choix. Maintenant, à vous de réfléchir à ce que cela signifie pour votre propre parcours et vos aspirations. Rejoignez la conversation, engagez-vous pour un monde où l'autonomie est le véritable moteur du changement.